Salut à tous, bienvenue. Une alias story d'un Européen convaincu, enfin presque. Il est né en Égypte, d'une famille livournaise. Il a vécu longtemps en Égypte. Il a aussi vécu en Italie pour arriver en Israël. Un parcours de vie passionnant que nous allons voir un petit peu ce qu'il cache, ce parcours. Bonjour Moshe Mosseri. Bonjour à vous. Comment ça va? Alors, il va falloir parler beaucoup plus près du micro. Vous pouvez le tirer vers vous. Bonjour à vous. Voilà. Bienvenue. Merci. Alors, Israël, c'est très récent pour vous. Ça fait seulement 2 ans. 2 ans exactement, il y a une semaine. D'accord. Mazel tov. Merci. Et pourtant, ce n'était pas du tout à votre programme. Non, absolument pas. Absolument pas. Je me suis quasiment toujours considéré fortement plus qu'italien, européen. J'avais une culture fortement européenne, italienne, française. Je voyageais souvent dans la Suisse, dans la Flandre. Et l'idée de venir en Israël ne me touchait pas du tout, absolument. Pourquoi? Parce que Israël, pour vous, ce n'avait pas sa raison d'être, parce que ce n'était pas un État religieux, c'est ça? Non, pas particulièrement. C'est parce que je considérais que le fait d'être un juif ou un juif pratiquant n'avait pas nécessairement raison d'être en Israël. C'était deux choses. C'était pas obligatoire. C'était 2 choses complètement différentes pour vous. Absolument. Un pouvait être un juif pratiquant en dehors d'Israël et continuer sa pratique religieuse, et un pouvait être de la même façon pratiquement ou même laïque et vivre en Israël. Le fait, pour moi, le sionisme, c'était un facteur fondamentalement politique et non pas religieux. Il y avait, à mon avis, il n'y avait pas un lien. Et je suis en sort assez convaincu encore maintenant, tout de même. Vous n'êtes pas couleur locale, on va dire. Non, écoutez, il n'est pas dit que tous les Israéliens soient religieux. Non, c'est pas ça. Mais ou que tous les religieux soient sionistes. Tout à fait, c'est vrai. Il y a des membres du Parlement qui ne sont pas sionistes. Hein. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est assez saisissant de vous voir ici. Alors, vous parlez français, pourtant vous êtes italien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je parle français parce que fondamentalement, étant né en Égypte, la langue commune de tous les Européens, en particulier des Juifs, était le français. Donc tout le monde parlait le français. D'ailleurs, mon père et mes oncles et toute ma famille ont fait des écoles françaises, des collèges des frères, et ils avaient une culture française. Très développée. Donc entre vous, même à la maison, absolument, vous parliez le français. Absolument. C'était la langue maternelle. Absolument. Disons que les classes sociales juives les moins évoluées parlaient l'arabe à la maison. D'accord. Mais disons, la moyenne bourgeoisie parlait fondamentalement le français. Et donc, le français était pour moi ma langue maternelle, ma première langue. Et paradoxalement, j'ai appris l'italien à l'école. Voilà, c'est ça qui est assez rigolo. Alors, vous êtes né en Égypte parce que votre famille livournaise, à la base, avait immigré en Égypte au milieu du 19e siècle. Exactement. Et vous avez été chassé après... Non, nous n'avons pas été chassés. En tant qu'Italiens, nous avions... Ok, mais en tout cas... Vous avez décidé de partir. Voilà. Oui, parce qu'il n'y avait aucun futur, il n'y avait aucun espoir pour des Européens. Après 56. Après 56. Le fait en est, même mon père qui occupait des fonctions importantes, son grand patron faisait de tout pour le retenir. Il disait, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Europe? Ici, tu es bien, tu as ta position. Il dit, oui, mais ma femme, mes enfants... Pourquoi ça devenait compliqué? Pardon? Vous étiez enfant, mais ça devenait compliqué? C'est devenu compliqué du point de vue de ce que pouvait présenter le futur. C'est-à-dire que mon père avait une position bien acquise là où il était et rien ne promettait d'avoir quelque chose de similaire en Europe. C'était tout à recommencer. Mais en tout cas, en Égypte, il ne faisait plus très bon vivre là-bas pour les Juifs, forcément. Non, dans les années 60, pas particulièrement. Ça a commencé quand même. Certains sont partis avant. Oui, alors écoutez... Parce que les Français ont été les Anglais, les Français ont été chassés. Les Anglais ont été expulsés en 57 pratiquement. Et à ma souvenance, je n'ai jamais assisté à des manifestations anti-juives. Et même des années, par exemple, la famille, un frère et une sœur de mon père sont venus dans 64, donc 4 ans plus tard, sans aucune une poussée véritable. En Égypte, je suis désolé, mais il n'y a pas eu de maltraitement.
D'accord. Bon, les avis divergent, on va dire, mais bon, c'est le vôtre. Il est En respectable. Égypte, il n'y a pas eu de maltraitement. Bon, en tout cas, vos parents n'ont pas été maltraités, mais ils ont senti le vent tourner quand même, puisqu'ils ont décidé de partir. Je vous assure qu'ils étaient pas mal bien aimés, hein, parce que quand ils ont su que nous quittions, Mais peut-être qu'ils n'imaginaient pas un avenir pour vous là-bas. C'était peut-être non, mais je ça. sais pas, je parle tout simplement, je sais pas, le portier, le repasseur, tout ça. Ils disaient, mais c'est dommage, vous êtes des si braves personnes. Personnellement, je n'ai aucun souvenir de négatif à ce point de vue. Alors, vous êtes parti d'Égypte dans les années 60, vous arrivez à Marseille, vous essayez, enfin, pas vous, mais en tout cas vos parents, Oui. de s'intégrer. C'est pas facile, le marché du travail est compliqué. Oui, à l'époque, il n'y avait pas les lois du travail européennes qu'il y a aujourd'hui, donc il fallait des papiers, il fallait des permis de séjour, des permis de travail, tout ça. Donc mon père, n'ayant pas la citoyenneté française, n'ayant pas la résidence, n'a pas pu décrocher un poste, et au bout de 6 mois, il a fallu se rendre à l'évidence et quitter la France et venir en Italie. Alors, en Italie, pour le coup, mais il n'avait jamais vécu en Italie, vos parents? Il n'avait jamais vécu en Italie, et mon père, en effet, il ne connaissait même pas l'italien, paradoxalement, même s'il avait la citoyenneté italienne. Depuis son père, son grand-père, ses aïeuls, ils ont toujours eu la citoyenneté italienne, mais paradoxalement, mon père ne connaissait pas l'italien du tout. Ma mère le savait un petit peu parce qu'elle l'avait étudié à l'école, tout simplement. Mais là, ça a été pas mal dur pour mon père de connaître une nouvelle langue, une nouvelle ambiance, une mode de travail qui était totalement différente de celle orientale. Enfin, ça a été... Alors vous grandissez en Italie. Vous faites une carrière, on va dire, une première carrière d'une 20aine d'années en tant qu'informaticien. Ensuite, traversée du désert en 91, il y avait une crise de l'informatique. J'ai perdu mon poste, comme beaucoup d'autres hauts fonctionnaires, dû à la débâcle informatique des années 91-92. Et en 94, mon beau-frère me propose de rentrer dans une société qu'il avait depuis son grand-père, d'importation de matières premières, de café et des origines. Et là où il demandait un assistant, quelqu'un qui pouvait le seconder, qui soit en même temps digne de confiance et qui connaissait les langues. Donc à 45 ans, à peu près comme votre père l'a fait. Exactement. C'est un retour de l'histoire. Voilà, vous entamez une nouvelle carrière pendant 20 ans dans l'importation du café vert. Que je n'y connaissais absolument rien. Et en particulier, je me suis spécialisé dans les contrats et ce qu'on appelle les marchés à terme, c'est-à-dire tout ce qui est connecté à la bourse des matières premières et les prix à fixer, les hedges, toute une série de techniques opérationnelles dont je n'avais même pas idée. Et finalement, j'étais devenu le plus compétent du bureau de cette histoire-là. Alors ça dure 20 ans. Israël n'est toujours pas au programme pour vous. Non, vous pensez toujours que vous n'avez rien à y faire. Absolument. Que vous n'avez même pas de passeport, d'ailleurs, c'est assez non, je n'avais pas de passeport parce que le mien avait échu depuis longtemps, parce que depuis un voyage aux États-Unis pour le travail, et tout le monde me disait, mais comment tu n'as pas de passeport? Écoute, j'ai un document ma pièce d'identité qui me permet de voyager dans un espace de 500 millions d'habitants. L'Europe, évidemment. L'Europe. Il n'y a jamais dans l'histoire, peut-être même pas de l'époque de l'Empire romain, il y a eu un espace tellement vaste avec lequel quelqu'un pouvait voyager tranquillement. Alors, mais justement, quand vous parlez d'Europe, vous êtes un Européen convaincu, on a compris, vous ne voyez pas un petit peu le climat changer, l'Europe vieillissante, un manque de dynamisme Hélas, l'idée de l'Europe, qui à mon avis était une des plus belles idées politiques qui pouvaient exister, a été, disons, je ne veux pas dire sabotée, mais enfin, elle a échoué au fait qu'à très haut niveau, il y a eu surtout des gros intérêts financiers des pays plus forts, comme l'Allemagne ou un petit peu aussi la France, et à bas niveau des fonctionnaires qui passaient plus leur temps à trouver la longueur des concombres et des normatives concernant les problèmes du fromage, des choses comme ça, plutôt que de s'occuper de véritables problèmes d'intégration européenne. Le prix à payer, ça a été qu'aujourd'hui que l'Europe, hélas, n'existe plus, à aucun point de vue, parce qu'elle est en train de se défaire vraiment comme de la neige au soleil, et parce que fondamentalement, il n'y a jamais eu une véritable
idéologie européenne. Il y a eu une monnaie européenne qui a créé... Ça n'a pas été la cause du désastre, la monnaie, parce que la monnaie n'est qu'un instrument. Mais fondamentalement, beaucoup lui donnent la faute. Beaucoup de monde se trouve appauvri à cause de l'euro. Ce n'est pas exactement comme ça. Mais le fait en est qu'aujourd'hui, l'Europe, hélas, n'a plus grand-chose ni à dire ni à offrir. Et hélas, nous le voyons tous les jours. Alors, cette conception des choses, on va dire qu'elle est aussi due au fait que vous êtes aujourd'hui en Israël, que vous avez plus de recul, que vous voyez la situation en Europe un petit peu différemment, parce que vous qui ne pensiez pas du tout venir vous installer en Israël, eh bien, on sait, vous n'êtes pas le seul en général dans ce cas-là, quand on a des enfants qui commencent à faire leurs valises et venir s'installer, eh bien, forcément, les parents sont happés, on va dire, et rejoignent généralement leurs enfants. C'est exactement ce que vous avez fait. Oui, et disons qu'au début... Mais c'était pas gagné. Non, parce qu'ils ont quitté en 2010. Ouais. Ils continuaient à dire, venez nous voir. Je dis, non, je n'ai rien à faire à vous voir, venez-vous si vous voulez. Incroyable, quoi. Venez-vous quand vous voulez. Je vous offre même le voyage, si vous voulez, mais moi, je n'ai rien à faire là-bas. Ce n'est qu'en 2013, 2014... que l'idée a commencé à prendre forme. Mais c'était plus une idée dans le sens où se rapprocher de ses enfants, point, quoi. Qu'ils aient été à New York ou ailleurs, ça aurait été pareil pour vous. Oui, absolument. Ça n'avait pas de connotation non, émotionnelle, symbolique, pas du tout. Pas particulièrement. Surtout parce que, comme dit un proverbe, les enfants, surtout avec leur famille, on est très contents quand ils viennent, on est encore plus contents quand ils quittent. Mais disons que c'était pas ça le lien. Le lien était fondamentalement le fait était que on allait en avant en âge, on pouvait plus rester seul, ma femme et moi. Il fallait se décider à aller quelque part. Alors justement, vous avez eu quand même la tentation de Strasbourg, parce que Strasbourg, vous adorez Strasbourg. J'ai adoré Strasbourg dès le premier jour où mon fils s'est transféré. La qualité de vie, la beauté de la ville elle-même, le fait d'aller Mais vous avez un petit contretemps, c'est que votre épouse, avec qui vous partagez la vie depuis plus de 41 ans... Donc, mon épouse, que je garde quand même comme une bonne vieille voiture, et ça lui allait pas du tout, Strasbourg, ça lui allait pas du tout, quoique, étant plus européenne que moi, ma femme est plus européenne que moi. Mais elle a pas voulu Strasbourg. Non, ça lui allait pas du tout, et finalement, le choix d'Israël a été le moindre mal, disons. Ça arrivait vraiment comme ça. Alors, après 2 ans, c'est quoi le bilan? Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que c'est parce que quand on vous entend parler d'Israël, on a un peu peur pour vous, que vous viviez dans la souffrance, là. Non. Est-ce que c'était une bonne surprise ou pas? Bon, attends, je vais vous dire, disons les quelques petits voyages que nous avons faits m'ont éclairci un petit peu les choses, et disons que j'ai basé ma théorie sur si on me bouscule, je les bouscule. En fait, on se rend compte que vous aviez beaucoup d'a priori, quoi. Beaucoup? D'a priori. Oui, j'en avais pas mal. Sur les gens, sur quoi? Sur la façon de vivre? Oui. Sur la mentalité? Sur les gens, beaucoup. Que j'ai toujours. Ma femme, par exemple, quand il passe dans les gates de sécurité, elle se plaint, elle dit, mais il y a tout le temps quelqu'un qui me passe devant. Et elle dit, mais moi, je passe tout le temps devant à quelqu'un d'autre. Donc, c'est simplement... Okay. Elle a encore sa mentalité très correcte, très européenne, très comme il faut. Mais moi, je pense, adapté rapidement au fait que s'il me bouscule, je les bouscule. Donc alors, c'était une bonne surprise, finalement. Oui, pas mal. Ouais, vous regrettez pas? Pas du tout. Absolument pas. C'est aussi parce que, par ma nature, je suis un qui réfléchit longtemps sur une décision, mais une fois que j'ai pris la décision, je ne retourne pas en arrière. Quelle a été la chose auquel vous ne vous attendiez pas, et en vivant ici, vous avez ressenti ou découvert ou expérimenté quelque chose que vous ne connaissiez pas? Sincèrement, je ne saurais pas vous le dire. Il y a des petits paradoxes. Il y a certaines choses qui sont très organisées, par contre, d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a... les Israéliens, je dis toujours les Israéliens. Et vous êtes israélien aussi, hein? Oui, mais il n'est pas question qu'à la veille de mes 70 ans, je me considère israélien quand même. À vous en êtes là. Vous avez quand même la Théodat Zéhout. J'ai la Théodat Zéhout parce qu'on me l'a donné. On me l'a donné, mais je ne me considère foncièrement pas israélien, dire la vérité, parce que il faut
Déjà, de mes 2 filles, celle qui est venue juste après son bac, à mon avis, se considère déjà plus israélienne que sa grande sœur. Donc vous pensez qu'il faut un peu de temps pour se considérer vraiment israélien? Il faut venir très jeune. Oui. Il faut surtout venir très jeune. Quand on vient très jeune, c'est plus facile de se considérer israélien. Quand on vient après, écoutez, c'est pas fondamentalement parce que les corps se forment et alors c'est difficile mais disons que je me considère pas un corps étranger, voilà. C'est déjà pas mal. On progresse. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui est différent de l'Europe, vous qui êtes amoureux fou de l'Europe, ou enfin qui était peut-être amoureux fou de l'Europe? Bon, l'Europe a tout d'abord un style. Le style européen. C'est ça qui vous manque ici? Non, je dis, elle a un style, ça ne me manque pas. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez tourner ici dans les grandes rues, vous ne trouverez jamais une boutique élégante, ni pour hommes, ni pour femmes. Les hommes tournent en pantalon avec la chemise en dehors, les sandales, et puis ils vont au mariage comme ça, ils vont n'importe où comme ça, c'est le style. En Europe, si vous confrontez les photos du mariage de ma première fille à Milan ou du mariage de ma fille en Israël... En même temps, vous prenez l'Italie, c'est pas du tout la même chose. On croirait jamais que c'est la même famille, et pourtant c'est comme ça. Mais le style européen est un style unique en son genre, qu'il soit français, italien, ce que c'est. Le fait en est que même les Américains, quand ils veulent quelque chose de beau, ils viennent en Europe quand même. Mais plus sérieusement, sur le pays en lui-même, qu'est-ce qui vous interpelle? Alors peut-être comme ça, un truc, c'est... En général, on dit que c'est un pays où il y a beaucoup d'énergie. C'est sûrement un laboratoire vivant extrêmement poussé. C'est comme vraiment de voir des flacons avec des bouillons de culture continuellement où les cellules se renouvellent en permanence. Tandis que, hélas, l'Europe, c'est plat. C'est de l'eau plate. Et évidemment, ça a un coût. Ça a un coût, ça donne une vie plus stressée, mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus valorisante. Il y a beaucoup de on est très stimulé. Et bon, en tout cas, c'est apparemment, c'est finalement une bonne surprise, Israël, pour vous. Absolument, oui. Sans regret? Aucun. Ah ben voilà. La preuve en est, comme je vous disais, il y a un mois, j'ai fait une semaine en Europe pour cause personnelle, familiale, tout ça, et sincèrement, je ne voyais pas l'heure de retourner. Et je considère tout compte fait... Vous aviez envie de revenir en Israël? Oui, je considère tout compte fait, autrefois c'était... Je quitte l'Europe, je vais en Israël, maintenant je quitte Israël pour aller voir l'Europe. C'est le contraire exactement. Le retour, c'est le retour en Israël. Ok, bon, eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir récupéré. Voilà, c'était pas gagné. Merci beaucoup merci à vous. Pour cette tranche de vie, Moshe Mosseri, voilà, de l'Égypte à Livourne. Du nom Maurizio, original, c'est Maurizio. Milan, et puis voilà, et puis Israël, forcément, Jérusalem. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.